Il a volé mon dossier devant toute l'entreprise et a souri tandis que les applaudissements résonnèrent autour de lui. Mes recherches, ma stratégie, mes 12 mois de nuit blanche, effacés d'un seul clic sur son diaporama. Je n'ai pas répliqué, je n'ai pas protesté, je suis simplement resté assis, déjà en train de planifier une vengeance qui ne crie pas. Elle étouffe, car lorsque le pouvoir est volé publiquement, on ne le reprend pas avec du bruit. On le reprend en redirigeant silencieusement chaque levier de contrôle, jusqu'à ce que le voleur réalise trop tard qu'il ne lui reste plus rien. Avant de poursuivre mon histoire, d'où regardes-tu? Appuie sur like et abonne-toi. Crois-moi, tu voudras savoir comment tout cela va se dérouler. Je me souviens du moment où la trahison a eu lieu, non pas comme un flou, mais comme une scène d'une clarté cristalline gravée dans mon esprit. Le sommet annuel des associés de la firme était conçu pour mettre en avant l'excellence, pour exhiber les esprits les plus brillants devant les investisseurs et les clients. Des semaines de préparation avaient nourri le programme, et j'avais passé une année entière à bâtir la stratégie de dossier qui devait marquer mon ascension. La salle de conférence était bondée d'associés en costume sur mesure, d'assistants tassés, au fond, et les immenses baies vitrées donnaient sur la skyline de New York qui semblait être un public silencieux derrière la vitre. Quand le PDG annonça la dernière stratégie phare de la firme, je me redressai sur mon siège, prêt à me lever. Mais ce ne fut pas mon nom qui suivit, ce fut celui de Daniel Mercer. Il s'avança vers le pupitre avec l'assurance décontractée de quelqu'un à qui l'on venait de remettre une couronne qu'il n'avait pas gagnée, et il se mit à faire défiler les diapositives que j'avais écrites, les graphiques que j'avais conçus et les arguments que j'avais minutieusement élaborés. Mes recherches, mes mots, mon travail. Les applaudissements étaient mais pour lui, pas pour moi. Je ne tapais pas dans mes mains, je ne bougeais pas. Je gardais le visage impassible, même si ma poitrine brûlait de rage. Aux yeux de la salle, je semblais simplement reconnaître poliment le succès d'un collègue. Mais en moi, une mèche venait déjà d'être allumée. Je savais ce que les autres ignoraient. Daniel n'avait pas construit ce dossier. Il ne pouvait pas en défendre les détails sans moi. Mais à cet instant, il se gorgeait de gloire volée et les associés le félicitaient comme s'il était le sauveur de la firme. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le vol public est un crime dangereux, pas parce que les gens le voient non toujours immédiatement, mais parce que celui à qui l'on a volé n'oublie jamais. Et moi, je n'oublie pas. Assis là, les mains croisées sur la table, je ne préparais pas une explosion. Cela aurait été vain, du bruit émotionnel qui se serait dissipé aussi vite que les applaudissements. Je préparais quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Une réponse qui ne viendrait ni aujourd'hui, ni demain, mais qui démantèlerait le pouvoir de Daniel, de l'intérieur. S'il voulait la lumière des projecteurs, qu'il la garde. J'allais couper tout ce qui se cachait derrière cette lumière, jusqu'à ce qu'il réalise que la scène n'était rien d'autre qu'une boîte vide. Les applaudissements résonnèrent encore quand je pris ma décision. Je ne l'affronterai pas. Je l'effacerai. Je sortis de ce sommet le visage impassible, la démarche assurée, sans laisser paraître la moindre trace de colère. Le secret, j'avais vite appris dans le droit, était de ne jamais montrer ce que l'on ressent vraiment. La rage n'est une arme que lorsqu'elle est dissimulée. Révélée trop tôt, elle n'est qu'une faiblesse. Daniel se délectait de sa nouvelle gloire, serrant des mains, savourant les félicitations et promettant de futures victoires bâties sur son innovation. Il ne me jeta pas un regard et cela me convenait. Il me croyait insignifiant, un simple rôle secondaire au mieux. Cette croyance devint mon bouclier. Le lendemain matin, alors que les associés bruissaient encore de son exploit, j'envoyai à Daniel un courriel poli, lui proposant de l'aider à exécuter la stratégie, puisque j'avais été si proche de la recherche. Il accepta aussitôt, persuadé sans doute qu'il faisait preuve de grandeur en m'incluant. Je ne roulais pas des yeux, je ne soufflais pas un mot à mes collègues. Je me plaçais simplement au centre même du déploiement, là où chaque étape du travail devait passer entre mes mains. Il croyait que je l'aidais à briller. En vérité, j'érigeais l'échafaudage de sa chute. Je commençais à assister à ces réunions avec une efficacité calme, prenant des notes, répondant aux questions avant qu'il ne trébuche, aplanissant détails qu'il ne comprenait pas.
Tous quittaient la salle avec l'impression que Daniel avait l'autorité, mais comptait sur moi pour que tout avance. Plus je parlais peu, plus sa dépendance grandissait. Chaque signature, chaque validation, chaque petit ajustement passait par moi. Et comme je ne le défiais jamais directement, il n'avait aucune raison de se méfier. Mon silence devint mon masque, et derrière lui, je déplaçais déjà le courant du pouvoir. Dans une firme qui vivait des apparences, la prestance de Daniel comptait. Mais sous les apparences reposait la mécanique de l'exécution, et cette mécanique, c'était moi qui la contrôlais. Chaque sourire que je lui adressais, chaque hochement d'accord, n'était qu'un fil de plus resserrant son autorité, tissant le piège qu'il ne verrait qu'une fois trop tard. Le premier véritable basculement se produisit en silence, presque trop discret pour être remarqué. Un paralégal, préparant des pièces pour le dossier, envoya à Daniel un projet pour approbation, et il me le transféra sans commentaire. Je répondis avec des corrections, claires et précises, puis le renvoyai comme si tout avait naturellement transité par lui. Personne n'y trouva à redire, et dès cet instant, le schéma se répéta. Chaque validation qu'il recevait devenait mon travail déguisé dans sa boîte de réception. Chaque demande de client ou d'associé atterrissait sur son bureau pour être discrètement réorientée vers le mien. Il croyait que déléguer signifiait efficacité. Je savais que cela signifiait dépendance. En quelques semaines, le flux du dossier passait par moi, non par lui, et personne ne sembla réaliser que la redirection avait eu lieu. J'y veillais personnellement. Les prestataires dont nous dépendions pour l'analyse de données commencèrent à m'appeler directement parce que je répondais plus vite. Les collaborateurs en difficulté avec leurs recherches ne frappaient plus à sa porte, mais à la mienne, convaincus qu'ils les renverraient vers moi de toute façon. Je les y encourageais subtilement, sans jamais m'annoncer comme l'autorité, mais simplement en étant disponible, compétent et précis. Bientôt, les documents arrivaient sur mon bureau pour vérification finale avant de passer par ses mains. Il se tenait encore au pupitre lors des appels clients, mais chaque fait, chaque chiffre, chaque réponse soignée qu'il donnait avait d'abord été filtré par moi. L'ironie, c'est que Daniel paraissait presque soulagé. Avec moi absorbant la charge, il pouvait se concentrer sur son image, poli et important, le rôle qu'il appréciait le plus. Il croyait que son titre l'isolait du risque et que je n'étais qu'un associé zélé, avide de plaire. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque faveur que je lui faisais lui retirait un fil de contrôle supplémentaire, jusqu'à ce que le tissu sous son titre ne soit plus que du vide. Plus il s'appuyait sur moi, plus je devenais invisible aux yeux du monde extérieur. Et pourtant, plus je devenais indispensable au processus lui-même. Et en droit, comme en guerre, le processus est tout. Si Daniel était le visage du dossier, j'en étais déjà l'épine dorsale. Sans moi, rien ne pouvait tenir, mais avec moi, tout paraissait parfaitement fluide. C'était là le génie de la redirection. Il croyait que le pouvoir lui appartenait, alors que chaque levier de ce pouvoir ne bougeait que parce que je tirais les ficelles derrière le rideau. Trop occupé à sourire sous les projecteurs, il ne voyait pas que la scène sous ses pieds se creusait peu à peu. Quand il s'en rendrait compte, il serait déjà debout sur du néant. Dans un cabinet d'avocats, l'influence ne repose pas vraiment sur les titres. Elle repose sur la confiance que les collaborateurs accordent à celui qui les sauve lorsqu'il se noie sous les délais, et sur les assistants qui savent tous les dossiers sont enterrés. Je le savais, et j'en ai tiré parti. J'ai commencé à traiter l'équipe de Daniel, non pas comme son personnel fidèle, mais comme mes alliés. Les soirs tardifs où les jeunes associés paniquaient devant des projets incomplets, c'est moi qui les guidais dans les corrections. Quand les assistants n'arrivaient pas à faire signer des documents à temps, c'est moi qui les faisais discrètement passer par les bons canaux. Bientôt, ils ne frappaient plus à la porte de Daniel. Ils venaient directement à moi, parce que j'étais celui qui résolvait réellement leurs problèmes. Et par chaque petit geste de soutien, je devenais leur premier appel, leur autorité silencieuse. Je n'exigeais pas de loyauté, je la gagnais en étant le seul capable d'apaiser leur chaos. Daniel ne remarquait presque rien. Il croyait que leur admiration à mon égard rejaillissait sur lui, qu'avoir un second compétent ne faisait que renforcer son image de leader solide. Il ne réalisait pas qu'à chaque fois qu'il me contournait pour m'atteindre,
Son autorité s'amincissait comme du papier trop tendu. Je ne corrigeais jamais cette erreur. Si un courriel lui était adressé, mais avec moi en copie, je répondais le premier. Si un client appelait sa ligne et que l'assistant me transférait l'appel, je m'en chargeais sans hésiter. Et chaque fois, son nom devenait un peu moins nécessaire. Je commençais à sentir le changement subtil dans l'air du bureau. Les associés confirmaient les détails avec moi avant de les présenter en réunion. Les prestataires organisaient leur emploi du temps en fonction de ma disponibilité, pas de la sienne. Même son propre assistant commença à me demander ma signature sur les formalités, me glissant à voix basse. C'est vous qui savez vraiment ce qui se passe. C'était la vérité. Daniel possédait le titre, mais moi je contrôlais le flux. Dans un cabinet où les délais régnaient et où la précision signifiait survie, le flux était le pouvoir. Et désormais, les gardiens du flux, assistants, collaborateurs, prestataires, passaient tous par moi. Daniel croyait encore tenir les rênes, mais elles avaient déjà glissé. Elles étaient dans mes mains, et lui n'était plus que la figure de proue attachée au carrosse. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'une fois que les gens commencent à voir quelqu'un d'autre comme le véritable solutionneur, le titre n'est plus qu'une coquille vide. Et les coquilles bidouques vides finissent toujours par s'effondrer. Le passage de la dépendance à la vulnérabilité se fit si subtilement que Daniel ne broncha même pas lorsqu'il commença. Au début, je me contentais d'ajuster la circulation des rapports. Une mise à jour cruciale qui aurait dû lui parvenir le mardi n'arriva que le jeudi. J'avais déjà eu le temps de la relire, de l'annoter et de marquer chaque page de mon empreinte. Il croyait à des erreurs administratives. Je savais que c'était normalement des points d'étranglement volontairement créés. Chaque semaine, je resserrais un peu plus mon contrôle. Rapidement, Daniel se présenta en réunion muni de versions obsolètes, tandis que je tenais les corriger dans mes mains. Il s'embrouillait lors d'un briefing client, découvrant à mi-parcours que les chiffres de ses diapositives ne correspondaient pas à ceux des dossiers que j'avais déjà distribués. À chaque fois, je me penchais en avant, calme, et clarifiais les écarts, me posant comme le soutien attentif qui lissait le chaos. Personne ne remarquait le schéma, mais tout le monde commençait instinctivement à se tourner vers moi pour obtenir les véritables réponses. Daniel devint un homme récitant des demi-vérités dans un univers où la précision était une question de survie. Son agenda restait rempli, mais de plus en plus creux, des réunions sans substance exploitable, des appels programmés sans contexte, des rapports vidés des détails essentiels que je retenais. L'information est l'oxygène dans un cabinet d'avocats. Sans elle, aucun titre, aucune réputation, aucune présence ne peut survivre. Et j'étais en train de couper son apport, souffle après souffle. Son assistante s'en rendit compte la première, mais de façon inconsciente. Elle prit l'habitude de vérifier avec moi avant d'organiser des appels clients, expliquant que je avais toujours les dernières informations. Bientôt, même les associés commencèrent à m'appeler directement, introduisant leurs questions par « Je sais que vous aurez les détails les plus à jour ». Chaque redirection rendait Daniel moins pertinent. Il arpentait toujours les couloirs comme s'il commandait, mais commander exige de savoir, et je l'en avais totalement privé. Le voir prétendre diriger tout en suffoquant sous le silence que j'imposais relevait presque de la chirurgie. Il ne comprit son isolement que lorsqu'il suffoquait déjà, et à ce moment-là, toutes les portes menaient à moi. Voilà la beauté de la redirection. Rien de dramatique, rien de bruyant, rien de traçable. Juste un resserrement invisible des fils, jusqu'à ce que celui au centre découvre trop tard qu'il est ligoté. Daniel croyait encore que la lumière des projecteurs était la sienne, mais derrière cet éclat, j'avais éteint la seule chose qui donnait du poids à sa position. Sans information, il n'était plus qu'une ombre, et les ombres ne survivent pas longtemps dans les pièces où la vérité est exigée. L'effondrement ne se produisit pas en coulisses. Il éclata au grand jour, sous des lumières presque aussi vives que celles du sommet où il m'avait volé pour la première fois. C'était la présentation trimestrielle aux clients, un rendez-vous à enjeu où des millions d'heures facturables reposaient sur notre crédibilité. Le plus grand client de la firme avait fait venir des cadres de tout le pays, et la salle de conférence ressemblait à un théâtre.
Fauteuil de cuir aligné, écran de projection étincelant, café traiteur posé, intact dans des carafes d'argent. Daniel arriva dans son costume sur mesure, souriant tel le héros du jour, prêt à savourer encore une fois une performance qu'il croyait sienne. Il tenait une liasse de documents qui paraissaient impressionnants, mais qui dataient de 3 semaines. Je le savais, parce que j'avais fait en sorte qu'il ne voie jamais les versions révisées. L'ouverture se déroula sans accroc, politesse convenue, phrases rodées, hochements de tête autour de la table. Mais au moment où le directeur financier du client posa une question précise sur l'exposition réglementaire, je le vis, ce battement d'œil, cette hésitation là où aurait dû se trouver une réponse. Daniel ouvrit la bouche, s'embrouilla, puis récita une formule si générique qu'elle plongea la salle dans le silence. Le CFO fronça les sourcils, répéta sa question, cette fois plus tranchant. Daniel se tortilla, feuilleta son dossier périmé et livra des chiffres non seulement inexacts, mais contredisant les documents que j'avais déjà, en toute discrétion, remis à l'équipe cliente avant la réunion. Je laissai le silence s'étirer, l'air s'alourdir d'inconfort. Puis, d'un calme mesuré, je me penchai en avant. « Si vous permettez, » dis-je en faisant glisser un dossier actualisé et impeccable sur la table. Mon ton était posé, mes mots précis, je déroulai l'analyse des risques, citai les précédents jurisprudentiels, répondis à chaque question que Daniel ne put affronter. Le silence se brisa en froissement de stylo, en hochement de tête, en murmure d'approbation. En quelques minutes, l'image de Daniel s'écroula. Il resta assis, le rouge lui montant au cou, tandis que je démontais, pièce par pièce, l'illusion qu'il avait bâtie. Chaque réponse que j'apportais était un faisceau de projecteurs qui ne l'éclairait plus lui, mais moi. Il tenta d'intervenir une fois, mais sa voix s'éteignit contre la netteté de mes faits, et le client ne lui accorda même pas un regard. Quand je terminai, la principale conseillère juridique du client se renversa dans son siège, me sourit directement et dit « Voilà la précision que nous attendons de ce cabinet. » Ce n'était pas un simple compliment, c'était une consécration. Daniel ne prononça plus un mot. Il resta muet, l'homme qui avait volé la scène effacée de celle-ci en temps réel. Pas de cris, pas de confrontation théâtrale, seulement un effondrement lent, étouffant, retransmis sous les yeux de tous ceux dont l'opinion comptait. La réunion s'acheva par des poignées de main fermes, des regards tournés vers moi, des remerciements sobres, mais sans équivoque. Daniel sortit le premier, les épaules raides, sa mallette serrée comme une bouée de sauvetage. Mais tout le monde connaissait la vérité. Le dossier qu'il avait revendiqué comme sien venait de l'exposer pour ce qu'il était, le vide. Et moi, j'avais comblé ce vide avec quelque chose de bien plus dangereux que la vengeance. Je l'avais remplacé, sans même toucher à son titre. Le lundi matin, la porte du bureau de Daniel resta close. La plaque de verre brillait encore à côté. Mais le silence derrière était sans équivoque. Aucun associé ne traînait plus près de son bureau, aucun collaborateur ne patientait pour recevoir des directives. Son assistante rangeait discrètement des dossiers dans des cartons, le regard fixé au sol sans un mot. Il n'y eut ni courriel d'adieu, ni annonce soudaine de la direction, rien pour marquer sa sortie de scène. Il n'avait pas été licencié, pas techniquement. Son badge fonctionnait encore, son titre s'imprimait toujours sous son nom dans l'annuaire du cabinet. Mais un titre sans substance n'était qu'une coquille vide, et Daniel n'avait plus rien pour remplir la sienne. Je ne jubilais pas, je n'entrais pas triomphant dans son bureau, je ne m'assis pas à sa place. Ce n'était pas le but. Ma vengeance n'avait jamais consisté à prendre son titre, mais à le rendre inutile. Et désormais, tous ceux qui comptaient avaient cessé de se tourner vers lui. Ils se tournaient même vers moi, non avec des applaudissements, ni une reconnaissance éclatante, mais avec une confiance discrète, celle qui scelle la véritable autorité. Cela suffisait. Dans le droit, la perception est synonyme de survie, et Daniel n'en avait plus aucune. Il avait volé les projecteurs, mais moi j'avais pris la scène entière. Personne ne l'avait poussé dehors. Il s'était simplement effacé, consumé par l'absence de pouvoir qu'il n'avait jamais compris, comme déjà redirigé. Je n'avais pas gagné en le remplaçant. J'avais gagné en m'assurant qu'il ne restait plus rien à quoi il puisse s'accrocher. Il existe des moments dans la vie
où l'on est effacé en public d'une manière si nette, si brutale, que l'on a l'impression que le sol s'est dérobé sous nos pieds. Votre nom disparaît des remerciements, votre travail est volé au grand jour, et les applaudissements résonnent pour quelqu'un d'autre, tandis que vous restez figé, saignant en silence derrière un sourire. C'est là que mon histoire a commencé, et elle m'a enseigné des leçons que je n'aurais jamais imaginé porter au-delà des murs d'un cabinet d'avocats. Lorsque Daniel Mercer monta sur scène pour présenter mon dossier comme le sien, la réaction facile aurait été la colère. J'aurais pu crier la vérité, exiger reconnaissance ou même quitter la salle. Mais ce genre de réaction brûle vite et meurt tout aussi rapidement. Ce qui dure, ce qui transforme vraiment les choses, c'est la stratégie. J'ai appris que l'influence se cache souvent derrière les apparences. Les titres paraissent beaux et puissants, mais la véritable autorité réside dans le contrôle du flux de travail, dans la loyauté des alliés et dans la circulation de l'information. En redirigeant ces courants silencieusement, j'ai démantelé l'autorité de Daniel sans la moindre confrontation ouverte. Cette leçon dépasse le cadre d'un bureau. Dans la vie, les gens prendront le mérite de ce qui n'est pas le leur, vous sous-estimeront ou chercheront à vous effacer. Réagir bruyamment sur le moment peut susciter de la sympathie, mais cela change rarement la structure du pouvoir. En revanche, la patience et la redirection permettent de remodeler les résultats sans s'exposer à des risques inutiles. Au final, Daniel n'a pas été licencié, humilié dans les journaux ou chassé de la firme en disgrâce. Ce n'était pas le but. Il a simplement sombré dans l'irrélevance, car le titre auquel il s'accrochait n'était plus relié à rien de concret. Et c'est là une leçon essentielle, la vengeance ne signifie pas forcément la destruction totale. Parfois, la justice, c'est laisser quelqu'un vivre assez longtemps pour ressentir le vide de ses propres illusions. La morale est simple mais profonde, construisez votre influence en silence, protégez votre intégrité et ne confondez jamais reconnaissance et pouvoir. Dans le monde du travail actuel, les voix les plus bruyantes dominent souvent les réunions, mais ce sont les voix calmes, celles qui préparent, qui relient et qui redirigent, qui finissent par façonner les décisions. Ne gaspillez pas d'énergie à courir après les applaudissements. Concentrez-vous sur le contrôle de ce qui compte vraiment. Et cela s'applique bien au-delà du bureau. Dans les amitiés, les familles, les communautés, il se peut que l'on vous mette de côté. Mais si vous construisez patiemment la confiance, si vous gardez des traces et cultivez de véritables liens, vous vous retrouverez en position d'influence. Au moment où cela comptera le plus. Le combat n'est pas de faire du bruit, c'est de s'assurer qu'on ne puisse pas vous ignorer lorsque la vérité finit par apparaître. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Notez un domaine où vous vous sentez négligé et listez l'influence cachée que vous y détenez encore. 2. Renforcez une alliance, aidez quelqu'un discrètement et bâtissez une confiance qui vous reviendra plus tard. 3. Prenez le contrôle d'un petit flux d'informations ou d'un processus et protégez-le soigneusement. 4. Exercez la patience. Rappelez-vous que la stratégie survit toujours à l'impulsion. La vengeance par redirection est plus qu'une histoire, c'est un cadre de vie. La force silencieuse, l'influence constante et le contrôle des courants invisibles comptent plus que n'importe quel projecteur. Si cela résonne en vous, partagez vos pensées en commentaire, envoyez ce message à quelqu'un qui en a besoin et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine histoire.